Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy et bien sûr le mystérieux Jack l'Éventreur. Ce sont des noms qui font peur à tous les amateurs de crimes authentiques. Ce sont les noms des tueurs en série les plus connus, mais ils ne représentent pas toute l'histoire. On estime qu'en 1987 seulement, près de 200 tueurs en série sévissaient aux États-Unis, et vous n'avez probablement pas entendu parler de la plupart d'entre eux. Mais cela ne signifie pas qu'ils étaient moins meurtriers que les plus célèbres. Numéro 13. Vicki Dawn Jackson. Les hôpitaux sont des lieux de guérison, et l'un des postes les plus importants y est celui de l'infirmière. Alors que les médecins effectuent les procédures les plus délicates, les infirmières sont celles qui interagissent le plus avec les patients. C'est ainsi que Vicki Dawn Jackson, infirmière dans un hôpital du nord du Texas, a eu l'opportunité dont elle avait besoin. Elle avait la réputation d'être une tapisserie en ville, une femme tranquille qui n'avait jamais attiré l'attention. Mais en 2001, son hôpital a connu une mystérieuse épidémie de cas de patients atteints de mystérieuses affections respiratoires et décédés, alors qu'ils étaient parfois hospitalisés pour des affections mineures. Jusqu'à 20 patients sont décédés, et l'hôpital s'est rapidement rendu compte que Jackson avait été la dernière personne à les avoir vus. Mais qu'est-ce qui les tuait? L'enquête a rapidement révélé la disparition de flacons de chlorure de mivacurium, un médicament qui peut paralyser le réflexe respiratoire. Bien qu'une seringue contenant des traces de ce médicament ait été retrouvée chez elle et que des témoins aient rapporté qu'elle avait parlé de s'occuper des patients qui posaient problème, il a fallu attendre plus d'1 an pour qu'elle soit arrêtée. Alors qu'elle aurait pu être condamnée à la peine de mort pour les 10 chefs d'accusation de meurtre retenus contre elle, elle a finalement plaidé non coupable et purge actuellement une peine de prison à perpétuité. Personne ne s'attendait à ce qu'elle soit une tueuse en série, mais on ne peut pas en dire autant du prochain tueur. Numéro 12. Carl Panzram. Né d'immigrants de Prusse orientale dans le Minnesota, Carl Panzram a connu des problèmes dès son plus jeune âge. C'était une brute notoire et il a comparu devant un tribunal pour ivresse et désordre dès l'âge de 11 ans, en 1902. Ses parents l'ont envoyé dans une maison de redressement, où il a été traité de façon horrible par le personnel, ce qui l'a conduit à l'incendier. Il passe les 10 années suivantes à faire des allers-retours entre la maison de correction et la prison, se bagarrant partout où il va. Mais il ne fait qu'intensifier sa campagne de violence. Sous un faux nom, il s'est joint à l'équipage d'un navire, et avec un autre marin, il a volé un bateau et tué ses habitants. Alors que son complice est arrêté, son règne de terreur ne fait que commencer. Après avoir cambriolé le manoir de William H. Taft dans le Connecticut, Panzram a suffisamment d'argent pour aller où il veut. Il parcourt le monde, tuant hommes et garçons. Il aimait particulièrement attirer les marins ivres et les tuer. Bien qu'il ait été arrêté à plusieurs reprises pour des délits mineurs, on ne l'a jamais relié à ces meurtres. Il s'est ensuite rendu en Angola portugais et a tué des gens alors qu'il travaillait sur une plateforme pétrolière. C'est en 1928 qu'il est finalement arrêté à son retour aux États-Unis pour un cambriolage et qu'il avoue plusieurs meurtres. Il est condamné à une peine de 25 ans à perpétuité, qu'il transforme rapidement en peine de mort en assassinant un contremaître. En attendant son exécution, Panzram rédige une autobiographie dans laquelle il affirme avoir assassiné 22 personnes, alors que seules les preuves de 5 d'entre elles ont été retrouvées. Il est passé à la potence en 1930, narguant le bourreau avant la dernière goutte. Le tueur suivant avait une personnalité nettement plus innocente. Parfois. Numéro 11. Harrison Graham. Harrison Graham était un homme apparemment ordinaire qui vivait à Philadelphie dans les années 1980. Il avait déjà eu des problèmes à l'école et présentait des signes de déficience intellectuelle, mais il menait pour l'essentiel une vie tranquille et travaillait dans le secteur de la construction. Mais en 1983, il vivait dans un repère de drogués notoire et avait commencé à vendre lui-même des pilules. Il avait encore la réputation d'être un bon voisin, mais il y avait un problème. Une odeur nauséabonde se dégageait de son appartement. Son propriétaire a tenté de l'expulser, mais Graham a refusé de le laisser entrer et s'est enfui par l'escalier de secours. La police a été appelée pour forcer l'appartement. Ce qu'ils ont trouvé était horrible. 2 corps de femmes récemment tuées ont été retrouvés à l'intérieur, ainsi que 5 squelettes de femmes tuées il y a longtemps.
une vaste chasse à l'homme est lancée pour retrouver Graham, qui finit par être convaincu par sa mère de se rendre. Il a avoué les meurtres, disant qu'il avait étranglé les femmes sous l'emprise de la drogue. Mais il est vite apparu qu'il n'était peut-être pas dans son état normal. Il faisait une fixation sur un jouet de type Cookie Monster et semblait passer d'une personnalité à l'autre. Frank, un tueur toxicomane junior, un bambin désorienté, et Marty, un homme amical désireux de coopérer. Bien que le juge ait rejeté sa défense d'aliénation mentale et qu'il ait été reconnu coupable de tous les meurtres, des doutes subsistaient quant à sa compétence. Il a été condamné à mort, mais a dû d'abord purger une peine de prison à perpétuité, ce qui signifie qu'il ne sera jamais exécuté. En prison, il a été un détenu modèle et a même été ordonné pasteur. Le tueur suivant a été découvert d'une manière encore plus choquante. Numéro 10. Bellakis. Nous sommes en 1914 et la Première Guerre mondiale balaie le continent européen. D'innombrables jeunes hommes des deux camps sont enrôlés dans l'armée, dont le tranquille ferblantier hongrois Bellakis. Marié 2 fois et père de 2 enfants, Bellakis souhaitait vivement se trouver une autre femme. Il entretenait des correspondances à distance avec des femmes par l'intermédiaire des journaux et prétendait offrir ses services en tant que diseur de bonne aventure. Ses voisins le considéraient comme un homme étrange, notamment en raison de son obsession pour les grands bidons d'huile qu'il utilisait pour stocker de l'essence en vue de la guerre à venir. Ils ne se doutaient pas à quel point ils avaient raison. Après l'incorporation de Kiss, la police de Budapest est venue confisquer les bidons d'essence pour les soldats. Mais les fûts dégageaient une odeur étrange, et lorsque les soldats les ont ouverts, ils ont été horrifiés. Chacun des fûts contenait le corps d'une femme assassinée. Au total, 24 corps ont été retrouvés. Et Kiss est soudain devenu l'un des hommes les plus recherchés d'Europe. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir qu'il recueillait des informations sur les meurtres et qu'il escroquait et tuait des femmes depuis des années. La police militaire a fini par retrouver Kiss dans un hôpital serbe, mais le tueur en série avait une longueur d'avance. Il a placé le corps d'un autre soldat dans son lit, s'est échappé et n'a plus jamais été revu. Il ne fut pas le seul tueur en série à terroriser le continent européen au début des années 1900. Numéro 9. Peter Kürten. L'Allemand Peter Kürten a connu l'une des histoires les plus courantes des tueurs en série. Il a lui-même été élevé dans un foyer où régnait la violence. Kürten n'a pas tardé à suivre les traces de son père, aimant torturer les animaux et tentant de noyer un camarade de jeu à l'âge de 5 ans. Il affirmera plus tard avoir commencé sa folie meurtrière à l'âge de 9 ans, en poussant un enfant hors d'un radeau et en le laissant se noyer. À l'âge adulte, il fait des allers-retours en prison pour une série de délits mineurs, et ses crimes ne tardent pas à s'intensifier. Contrairement à de nombreux tueurs en série, il n'avait pas d'arme favorite. Il utilisait tout ce qui était à sa disposition, et la police ne se doutait pas qu'un tueur en série était en liberté. Mais Kürten ne tarde pas à être surnommé le vampire de Düsseldorf. Kürten a tué au moins 9 victimes au cours de sa série de meurtres qui a duré plusieurs décennies. Mais il a été défait par une simple erreur. Lorsqu'une jeune femme nommée Maria Budlik lui échappe dans les bois, elle raconte sa rencontre avec Kürten dans une lettre à un ami. Lorsque la lettre, mal adressée, a été ouverte par un employé de la poste, elle l'a remise à la police, qui a obtenu suffisamment d'informations de Maria pour finalement arrêter Kürten. Bien que ses avocats aient tenté de plaider la folie, le jury a été horrifié par ses nombreux crimes et l'a envoyé à la guillotine. Sa tête est actuellement exposée au Ripley's Believe It or Not dans le Wisconsin. Le tueur suivant était tout ce qu'il y a de plus discret. Numéro 8. Lydia Sherman. Née en 1824, Lydia Sherman est une orpheline élevée par son oncle. Elle épouse son premier mari à 16 ans. Mais après qu'il a perdu son emploi en 1864, Sherman n'a pas perdu de temps. Elle l'a empoisonné avec de l'arsenic après avoir contracté une assurance sur lui. Elle perçoit l'argent puis s'attaque à d'autres cibles. 3 de ses jeunes enfants meurent tragiquement de la fièvre typhoïde au cours de l'année suivante. Sauf que la véritable cause du décès est l'arsenic, ce qui lui permet une fois de plus de toucher l'argent de l'assurance. Au total, elle empoisonnera 6 de ses propres enfants, 3 maris et 2 beaux-enfants, sans être détectée jusqu'en 1872, car qui soupçonnerait une veuve?
Lorsqu'elle est finalement arrêtée et condamnée pour meurtre au second degré, elle parvient même à s'échapper et à trouver un emploi de gouvernante auprès d'un riche veuf. Ce dernier connaîtra bientôt un sort malheureux, mais Sherman sera finalement arrêté et renvoyé en prison, mourant moins d'1 an plus tard d'un cancer. Le tueur suivant a su soigneusement abuser de sa position d'autorité. Numéro 7. Gérard Schaeffer. Dans le comté de Martin en Floride, en 1972, Gérard John Schaeffer Jr. fait la loi. Adjoint du shérif, il patrouille depuis l'âge de 25 ans. Mais il avait une obsession maladive. Depuis son plus jeune âge, il était obsédé par l'espionnage de jeunes femmes et le meurtre d'animaux. Il a été licencié d'un poste d'enseignant et rejeté de la prêtrise dans la foulée, avant de se tourner vers les forces de l'ordre. Ce travail a également pris fin lorsqu'il a pris 2 adolescents en autostop et les a kidnappés, les attachant dans les bois. Lorsqu'ils se sont échappés et ont dénoncé Schaeffer, celui-ci a prétendu qu'il voulait simplement leur donner une leçon. Il a été licencié, mais ce n'était que le début. 2 mois plus tard, Schaeffer enlève et assassine 2 adolescentes. Les similitudes entre cette affaire et celle des autostoppeuses qui se sont enfuies amènent la police à se pencher sur le cas de Schaeffer. Ils ont fouillé sa maison et ont trouvé des récits troublants décrivant l'enlèvement et le meurtre de femmes qu'il appelait des putes. Bien que Schaeffer n'ait été reconnu coupable que de 2 meurtres et condamné à la prison à vie, il était soupçonné d'avoir assassiné jusqu'à 30 femmes et jeunes filles dans tout le pays, ce dont il se vantait à qui voulait bien l'entendre. Mais il emportera ses secrets dans sa tombe lorsqu'il sera poignardé à mort par un codétenu en 1995. Ce nouveau tueur a mené une campagne de terreur dans le Grand Nord. Numéro 6. Robert William Pickton. Robert Pickton était éleveur de porcs dans une petite ville de Colombie-Britannique et il avait un passé sombre. La ferme de son frère et lui était un lieu délabré que beaucoup soupçonnaient de servir de couverture à des activités criminelles et à des gangs. En 1997, il a été arrêté pour la tentative de meurtre d'une travailleuse de l'industrie du sexe. Mais Billy Cox, qui travaillait à la ferme, a remarqué une chose qu'il ne pouvait ignorer. Les femmes qui se rendaient à la ferme disparaissaient sans cesse. Après avoir obtenu un mandat pour fouiller la ferme à la recherche de feux d'artifice, la police a pu réunir suffisamment de preuves pour inculper Pickton de 6 meurtres, pour lesquels il a été condamné à la prison à vie. Mais elle a finalement ajouté des charges pour 20 meurtres. Bien qu'il n'ait pas été condamné pour ses nouveaux chefs d'accusation, il aurait nargué les autorités en leur disant qu'il ne lui manquait qu'un seul meurtre pour atteindre la 50aine lorsqu'il a été arrêté. Pickton s'est fait remarquer non seulement pour être le tueur en série le plus prolifique de l'histoire du Canada, mais aussi pour avoir attiré par inadvertance l'attention sur le nombre de femmes des Premières Nations du Canada qui sont portées disparues chaque année. Le 19 mai 2024, Pickton est embroché avec un manche à balai par son compagnon de cellule, Martin Charette. Il succombe à ses blessures 12 jours plus tard. Notre prochain tueur a pu se cacher derrière un joli visage pendant un certain temps. Numéro 5. Le tueur mixte. En 1967, la région d'Ann Arbor, dans le Michigan, est terrorisée par un tueur en série. Des jeunes femmes sont retrouvées mortes l'une après l'autre après avoir été poignardées, étranglées ou mutilées. La première victime, Mary Flézard, a été retrouvée dans une ferme abandonnée par 2 adolescents, mais il a fallu attendre près d'1 an pour que l'horreur se répète. Lorsque la deuxième victime aurait été vue en compagnie de l'étudiant John Norman Collins, la police l'interroge. Mais le charmant jeune homme est rapidement relâché faute de preuves. 6 autres jeunes femmes seront retrouvées mortes. Mais lorsque le nom de Collins revient sur le tapis, la police se concentre sur lui et fouille sa maison. Il trouve des taches de sang et Collins est accusé de meurtre. Il s'est avéré que ce beau garçon américain avait une sombre obsession pour le bondage, la torture et le meurtre, ce qui lui a valu la prison à vie, où il se trouve encore aujourd'hui. Mais les autres tueurs se sont fait un nom par leur nombre. Numéro 4. Les frères Harp. Souvent considérés comme les premiers tueurs en série d'Amérique, Micajah et Wiley Harp ont semé la terreur dans le sud des États-Unis presque aussi longtemps que les États-Unis ont existé. Ces 2 loyalistes à la couronne britannique s'étaient retrouvés du mauvais côté de la guerre et étaient devenus des hors-la-loi notoires.
Contrairement à de nombreux autres tueurs en série, il n'avait pas un type de victime spécifique et ne semblait pas obsédé par le fait de tuer. Il commettait des vols, incendiait des bâtiments et s'attaquait aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il ne fallut pas longtemps pour que des postes soient organisés à travers les Appalaches pour les traquer. Bien qu'il partage de nombreux traits avec les bandits de grand chemin de l'époque, des voleurs souvent brutaux qui s'en prenaient aux voyageurs, les Harpe semblaient être là avant tout pour le frisson. Ils ont peut-être tué jusqu'à 50 personnes avant de s'associer au célèbre gang de pirates fluviaux Mason. Mais lorsqu'ils tuent le chef et tentent d'obtenir une prime, ils sont reconnus et arrêtés. Après une brève tentative d'évasion, le violent déchaînement des frères Harpe s'est terminé à la potence, leurs têtes étant exposées en guise d'avertissement aux autres hors-la-loi. Les tueurs suivants étaient parmi les plus improbables. Numéro 3. Los Poquianchis. Le Rancho El Ángel était une plaque tournante notoire de la prostitution et d'autres activités criminelles dans l'État mexicain de Guanajuato. Mais il n'était pas dirigé par un chef de cartel ordinaire, mais par les sœurs González Valenzuela, un quatuor de femmes les plus impitoyables que le Mexique ait jamais connu. María Delfina, María del Carmen, María Luisa et María de Jesús s'en sont tirées pendant des années, jusqu'à ce que la police arrête une femme nommée Josefina, qui travaillait comme intermédiaire pour les sœurs. Elle était soupçonnée d'avoir kidnappé des filles pour les emmener à Rancho El Ángel, et elle a rapidement tout dévoilé. Ce qu'elle a révélé a choqué tout le monde. Les sœurs avaient fait du Rancho El Ángel l'un des pires lieux de massacre de l'histoire du Mexique. Le raid de la police a permis de retrouver les corps de près d'une centaine de personnes. Les sœurs tuaient les prostituées lorsqu'elles devenaient trop malades ou trop âgées, les forçaient à avaler des drogues pour le transport et assassinèrent les hommes qui venaient là avec beaucoup d'argent sur eux. Leurs crimes ayant été révélés au grand jour, les sœurs ont finalement été jugées. Delfina et Carmen sont mortes en prison. María Luisa est devenue folle et a été envoyée dans un asile, et María de Jesús a purgé sa peine de 40 ans et a été libérée, sans que l'on sache où elle se trouvait après sa détention. Le tueur suivant a fait de la dernière frontière son terrain d'action personnel. Numéro 2. Robert Hansen. Marqué par l'acné et timide à cause de son bégaiement, Robert Hansen n'a pas l'air d'un type intimidant. Mais son apparence discrète cachait une haine féroce pour les femmes qui l'ignoraient. Après avoir servi dans la réserve de l'armée, Hansen s'est installé en Alaska avec sa seconde épouse et s'est lancé à corps perdu dans la chasse. Il est arrêté à plusieurs reprises pour agressions, vols et enlèvements, mais ce n'est qu'en 1972 que les horreurs commencent vraiment. Robert Hansen était sur le point de se lancer dans la chasse au plus gros gibier. Il a commencé à s'en prendre aux prostituées d'Anchorage qu'il kidnappait et torturait, mais il ne se contentait pas de les tuer. Il les relâchait et les chassait ensuite comme des animaux. Des corps ont été retrouvés dans les environs d'Anchorage, mais aucun lien n'a été établi jusqu'à ce que l'une de ses cibles parvienne à s'enfuir. Cindy Paulson réussit à s'échapper avant d'être emmenée dans la cabane isolée de Hansen et décrivit suffisamment son camion à la police pour qu'elle puisse le retrouver. Hansen a été accusé de 17 meurtres, mais on pense qu'il en a tué jusqu'à 21. Il a été condamné à 461 ans de prison plus la perpétuité, jusqu'à sa mort en 2014. Mais pour trouver le tueur le plus prolifique de tous, il faut aller en Amérique du Sud. Numéro 1. Le monstre. Andrés Pedro López a grandi en Colombie, au sein d'une famille de 13 enfants, et a fait preuve d'un comportement inquiétant dès son plus jeune âge. Il aurait abusé de ses frères et sœurs. À 18 ans, il était voleur de voitures et a fait de la prison où il a déclaré avoir été horriblement maltraité. Il a été libéré, mais ce qui est sorti de prison était différent et terrible. Il s'installe bientôt au Pérou et commence à s'en prendre à des jeunes filles. Il a affirmé en avoir tué plus d'une centaine lorsqu'il a été capturé par une tribu locale. Ils prévoyaient de l'exécuter, mais un missionnaire local les a convaincus de le remettre à la police. La police l'a relâché. Une terrible erreur. Il retourne en Colombie, puis en Équateur, et poursuit sa traque jusqu'à ce qu'il soit arrêté en 1980 par des marchands qui tentaient d'enlever une jeune fille. Placé en garde à vue, il avoue avoir tué plus d'une centaine de jeunes filles. Alors que la police était dubitative,
Elle allait recevoir des preuves terrifiantes. Une crue soudaine a révélé un charnier contenant un grand nombre de ses victimes. Il a été condamné à une peine de prison pour le meurtre de 110 filles, mais a été libéré en 1998. Il n'a pas tardé à être soupçonné d'un autre meurtre en Colombie, mais il n'a jamais été retrouvé. Le livre Guinness des records l'a brièvement reconnu comme le tueur en série le plus prolifique au monde, mais la mention a été retirée depuis. Après tout, personne ne veut que quelqu'un essaie de le surpasser. Merci d'avoir resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.